Oui, bonjour, je m'appelle Ibrahim Elali, je fais partie de la société civile également, président d'une ONG qui travaille beaucoup sur les problématiques d'environnement et de développement. Et le ministre, avant de partir, s'est mis debout ici, il a dit qu'il ne fallait pas relier l'aide avec un peu la coopération. Mais donc je demande, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit être fait internationalement pour qu'il y ait une réciprocité? Parce qu'un Chinois, les sociétés chinoises, les financements chinois, quand ils arrivent en Afrique, c'est à une condition que les entreprises chinoises prennent le marché. Donc il faudrait qu'internationalement, qu'il y ait une réciprocité également. C'est la première chose. Deuxième chose, le ministre disait qu'il fallait justement également mettre le paquet sur les énergies renouvelables en Afrique. C'est excellent, mais où sont nos entreprises françaises avec l'énergie renouvelable? Ça va, les Chinois vont se frotter les mains, c'est eux qui ont tout le réseau solaire, etc. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cet esprit d'aide au développement, qu'on l'efface carrément et qu'on parle réellement de coopération. La France serait gagnante, l'Afrique serait gagnante. Il y a ma question aussi dans la démarche, c'est est-ce qu'il y a une cartographie des piliers de choses qui pourraient vraiment véhiculer le développement en Afrique? Par exemple, le cadastrage des terres agricoles est très peu fait. Est-ce que la France ne peut pas vraiment appuyer, et ça serait un vrai vecteur de développement, puisque les paysans qui ne peuvent même pas acheter un tracteur pourront à ce moment aller à la banque, dire on a un titre foncier et avoir une source de financement comme le Crédit Agricole a fait après la guerre mondiale ici. Donc la France pourrait participer avec ses agriculteurs sur ce développement. Il y a le problème des brevets. Le président de l'AFD disait tout à l'heure que la question du développement durable, ça pose un vrai problème. Par exemple, les financements RED ou le carbone, ça ne va jamais à des ONG ou à des sociétés africaines. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de coopérer également? Je vois par exemple le représentant du Luxembourg parler de bonheur, de Belgique. Il parlait de qualité de vie dans l'aide au développement. Mais justement, il y a un véritable savoir traditionnel dans ces pays africains qui pourraient faire un vrai réseau de médicaments, de laboratoires, de biotechnologie, et qu'on pourrait vraiment faire une coopération avec ce savoir et les sociétés françaises. C'est bien d'avoir des idées. Non, il faut les mettre en œuvre pour ces assises complètement. Mais je n'ai pas terminé avec mes idées, j'en ai des milliers encore. Juste oui, non, mais là, ça va. Ça va. Juste oui, deux non, points. Mais d'accord, mais juste un point alors. Si vous voulez, c'est pas le lieu, quoi. Mais allez-y, allez-y. Juste, je voulais soulever la question. Il y a une rareté des financements en Europe à cause de la crise, et il y a également une rareté des matières premières en Afrique ou dans le monde. Donc il faudrait vraiment qu'on travaille sur trouver des filières de financement innovants. Par exemple, il va y avoir une réunion des banques centrales africaines demain, après-demain à Bercy pour un peu parler du CFA. Pourquoi ne pas imaginer 80% de cette stabilité du franc CFA assuré par la France et qu'il y ait 20% qui soit un peu fluctuant pour permettre de faire des fonds africains de développement. Par exemple, le ministre malien venait à Bercy dire il faut nous aider. Je lui dis mais vous avez de l'or chez vous, prenez 20% de vos ressources en or, mettez-les dans un fonds. Ça, on pourrait aider les Africains à monter, mais à créer un vrai pôle de développement en coopération et arrêter de parler d'aide au développement vraiment. Ça serait gagnant pour la France parce que là-bas, il y a une démographie galopante et ça sera gagnant pour l'Afrique. C'est très bien. Jean-Louis Villagus. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais intervenir sur deux des interventions précédentes. La première, ça concerne deux ONG qui ont parlé des procédures avec des bailleurs de fonds. Une grande, Le Gret, et ADER, vous êtes qualifié de petite. Et si on regarde bien, les deux, les grands et les petits, ont le même problème de cette aggravation, de cette complexification des procédures avec l'AFD. Et en même temps, c'est une agence très intéressante, etc. Mais ça devient complexe et on a l'impression parfois que la seule transaction, la seule relation est liée au respect des procédures. Je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça et c'est encore pire l'Union européenne, il faut aller de l'avant avec ça et sortir de ça. Et puis un mot peut-être pour Mme Damarzit qui, à juste titre, dit que les prêts ne sont pas réservés aux riches. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, il y a un ensemble d'actions sur la pauvreté qui demandent des dons. Et la question, donc je pense qu'il ne faut pas que la chose soit ambiguë. On sait bien qu'entre 2007 et 2010, l'Agence française de développement a vu diviser par deux, si je ne me trompe pas, le niveau des subventions. Et qu'à ce moment-là, on pouvait se poser la question, et tout le monde se l'est posé, de ce qu'on faisait avec 170 millions d'euros de subventions par rapport à 350, qui n'était déjà pas tout à fait assez. Alors certes, les prêts ne sont pas forcément réservés aux riches, mais à un moment, si on n'a plus de ressources pour
des activités qui ne sont pas crédibles, alors là, ça ne marche plus. Et je pense qu'il faut insister sur ce point-là, c'est ce sur quoi on veut, de notre part, sur lequel on veut appuyer. Monsieur Villagus, et puis je vous remercierai. Ah, bon, mais alors, attendez, hein, parce qu'il y a une dame qui a demandé la parole. Alors, on va vous prendre les deux, puis vous allez conclure. Oui, je vais vous la donner. Alors, madame, au fond. Au fond. Merci. Frédéric Roder de l'ONG One. Alors, je voulais d'abord faire une remarque sur l'indicateur de l'OCDE. Je partage tout à fait les critiques qui sont faites, notamment par M. Severino sur cet indicateur. Mais je voudrais quand même souligner qu'il faut qu'on tienne en compte que c'est le seul indicateur que nous avons aujourd'hui, c'est le seul thermomètre. Et si on le casse, on n'a plus rien avec quoi fixer un cap vers lequel progresser avec l'aide publique au développement. Et j'espère que c'est un sujet qu'on pourra aborder lors des assises, mais je trouve qu'il faut quand on a ce débat sur la politique française de développement, il faut aussi qu'on tienne en compte la responsabilité et le rôle que la France joue au niveau international. Et si la France lâche le cap des 0,7 et lâche l'indicateur de l'OCDE, je crains qu'il n'y aura plus de limite par rapport à la baisse de l'APD aussi dans d'autres pays de l'OCDE. Et voilà, je voulais rappeler cette responsabilité de la France. Et puis une autre remarque, parce qu'il y a eu cette discussion sur la taxe sur les transactions financières tout à l'heure, et je voudrais juste clarifier, en tout cas selon la lecture que moi j'ai fait du projet de loi de finances de 2013, on ne sera qu'à 3,75% l'année prochaine de préaffectation de la taxe au développement. Et ça ne sera qu'en 2015 qu'on va atteindre 10%. C'est 10% que Mme Keller, à juste titre, a critiqué comme trop bas. Et il est juste important de souligner ça, surtout que le président avait promis qu'une grande partie de la TTF allait vers le développement. Oui, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir cette discussion avec monsieur le ministre. Il y a une vieille technique dans les débats que je pratique depuis très longtemps, parce que je suis élu depuis longtemps. Il a répondu à la question de Madame Keller. Vous aurez la courtoisie de lui reposer la question, il vous répondra. Madame. Oui, bonsoir. Donc, Adine Delmedico, je suis doctorante à Paris 5 et j'ai travaillé pas mal aussi dans la coopération. Je voulais reprendre un peu ce que disait monsieur tout à l'heure. Je travaille beaucoup sur l'efficacité de l'aide, les modalités de l'aide et l'appropriation qui est censée être un des critères les plus importants dans l'efficacité de l'aide, l'appropriation par les bénéficiaires. Et on a parlé beaucoup de l'intérêt de la France dans sa politique, dans sa stratégie. Il faut bien sûr en parler. Mais je ne vois pas comment les bénéficiaires sont intégrés dans cette réflexion. Je trouve qu'ils ne sont pas beaucoup. Les bénéficiaires, et je pense qu'on ne peut pas parler d'efficacité de l'aide et pas d'efficacité seulement au sens rentabilité. On ne peut pas parler d'efficacité de l'aide si on ne prend pas du tout en compte l'autre côté de la relation, les bénéficiaires. Et je pense que j'ai l'impression que les pratiques, vraiment les pratiques au-delà du discours, ne changent pas énormément. Donc j'espère que ça fera partie des réflexions dans les assises, mais je ne le vois pas beaucoup dans les documents et dans les réflexions, je trouve. Tard pour persévérer. Hein. Moi, je puis vous dire que la commission devant laquelle vous vous êtes exprimé se bat pour cet aspect des choses. Les deux co-rapporteurs le font remarquer depuis plusieurs années et que nous allons appuyer cette demande au moment des assises auprès du gouvernement. Donc voilà. Monsieur Bell. Oui. Non, Monsieur le Président, juste pour resituer ce rapport de la Cour, hein, qui aurait dû sortir normalement à la fin de l'année 2011. Mais il se trouve que la Cour s'est astreinte à une diète médiatique pour la période électorale qui était assez longue. Donc voilà pourquoi ce document a été publié au mois de juin. Mais en fait, il était prêt déjà depuis 6 mois. Bon, tout à l'heure, j'ai résumé aussi brièvement que je ne l'ai plus dans les contraintes fortes que nous nous sommes tous imposées. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas, bien sûr, évoqué les recommandations de la Cour des comptes. Alors, je crois que les réponses qui ont été apportées d'ailleurs au rapport de la Cour, de la part du ministre des Affaires étrangères, réponse commune avec, bien sûr, le ministre du Développement, la réponse du ministre des Finances et donc de la Direction du Trésor,
Tout ça mérite d'être, bien sûr, lu avec intérêt, commenté, mais je me permettrai d'insister dans cette phase conclusive sur l'intérêt des recommandations de la Cour. Je vous ai dit tout à l'heure, la Cour, évidemment, dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, s'intéresserait de nouveau, faire une sorte de bilan de la politique qui a été conduite dans ce domaine, une politique publique importante. Lisez au moins les recommandations. Vous pouvez lire la synthèse du rapport et les 18 recommandations. Bien sûr que ça. Je pense que ça vous éclairera sur les attentes de la Cour et toutes les difficultés qu'on a évoquées d'ailleurs, la mesure de l'impact, la difficulté des évaluations avec des critères qui varient, des objectifs qu'on a du mal à fixer. Alors, est-ce que les assises, permettez-moi là, une note personnelle en 3 mots, je prends des risques, mais est-ce que les assises vont régler tous ces problèmes d'évaluation d'impact? Il y a aussi des structures à remettre en route. J'évoquais tout à l'heure le CICID, qui ne s'est pas réuni depuis 2009, c'est-à-dire depuis 3 ans. Peut-être qu'il serait utile de nouveau de réunir ce comité. Voilà. Merci. Merci. Alors, Monsieur Severino, et puis je conclurai. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre indulgence pour les temps de parole. Je voudrais rebondir sur ces questions des indicateurs et pourquoi il faut absolument laisser tomber cet indicateur d'APD, ce qui est différent de laisser tomber un objectif quantitatif important de solidarité internationale. C'est 2 choses différentes. Bon. Quand je regarde, par exemple, la page 9 du très bon opuscule de nos amis de Coordination Sud sur l'aide publique au développement, j'y vois un tableau qui est à la fois parfaitement correct sur le plan factuel et complètement erroné sur le plan de l'interprétation qui en est faite, et c'est normal. On y voit les 15 premiers bénéficiaires de l'aide publique bilatérale française, les 15 pays prioritaires selon le CICID, et on s'aperçoit que bien entendu, que les pays prioritaires ont très peu, alors que les pays non prioritaires ont beaucoup. En gros, c'est très bien d'être prioritaire, mais ce n'est pas parce qu'on est prioritaire qu'on a l'argent de la priorité. Cette présentation, bien entendu, n'a rien à voir avec la réalité, puisque l'aide publique au développement ne mesure pas le coût budgétaire que subit le citoyen du fait de l'action publique. Elle mesure des agrégats complètement artificiels qui comprennent la complexe mécanique des entrées et des sorties des prêts. Et vous savez même que de ce côté-là, la France est perdante, puisque sur la comptabilité APD, sur la totalité du cycle de vie d'un prêt, le solde est nul et on ne compte même pas en solde résiduel le coût budgétaire que ressort l'État, que le contribuable français consent à travers l'effort. Donc elle comprend cette complexe alchimie, elle comprend la complexe alchimie des annulations de dettes. Alors c'est très bien d'annuler les dettes et ça contribue au développement, seulement le calcul du coût de l'annulation de dette et ce qui est affiché n'a aucun rapport avec le réel. C'est un agrégat purement théorique qui ne renseigne en rien sur ce qui se passe effectivement. Bon, donc le problème, c'est que du coup, on n'a aucun indice de ce qui est réellement fait. Il n'y a aucune lisibilité, aucune compréhension possible de l'aide. Ce qu'on attend d'un indicateur ou d'une mesure de politique publique, c'est qu'on prenne des objectifs, qu'en face, on ait des volumes d'activité physique alloués à l'objectif, des coûts budgétaires et ensuite des résultats. L'aide publique au développement ne permet de mesurer ni les résultats, ni les objectifs, ni les volumes intermédiaires, ni les coûts. Ça ne sert à rien, franchement. Jetons ça au panier. Ça n'est d'aucune utilité. Et qui plus est, c'est incompréhensible pour les acteurs mêmes qui les fabriquent. Tout à l'heure, madame, je n'ai pas dit que je n'ignorais ce que faisait l'AFD quand j'en étais le dirigeant en matière d'impact physique, parce que nous mesurions le nombre, grâce notamment aux statistiques que vous nous fournissiez, le nombre de personnes qui étaient impactées en termes de programmes d'éducation, d'eau, de santé. Mais j'étais incapable de comprendre, moi en tant que dirigeant de l'AFD, ce qui était reflété dans les statistiques qui allaient sur le bureau du comité d'aide au développement, la division de la coopération de l'OCDE, qui ressortait de l'ensemble du système de percolation français auquel j'étais supposé, pourtant, que mon institution était supposée contribuer. Donc, tout ceci ne sert à rien. Et le problème, ce qui est très grave, c'est que cet indicateur et cette politique qui ne sert à rien, pourtant, gouvernent des choix publics. Elle gouverne du discours, elle occupe des milliers d'heures de propos. Regardons le temps que nous passons à analyser des chiffres faux et en tirer des conclusions erronées. Et qui plus est, elle oriente des décisions, parce que pendant les 10 années que j'ai vécues, nous avons fait la politique de l'indice. Le gouvernement français fait la politique de l'indice. Il voulait mesurer, il voulait constamment mesurer qu'il avait une performance efficace en matière d'aide publique au développement, et de ce fait, des décisions erronées, mauvaises quant à la nature même des objectifs que nous poursuivons étaient prises. Parmi ces décisions erronées, il y en a une qui a été maintenue à plusieurs reprises
et je vais être populaire sur la première partie de mon commentaire et moins sur la seconde. Ça a été donc une des fautes de politique publique, a été le déshabillage des budgets subventions de l'aide bilatérale française, qui a été dénoncé par Jean-Louis Viella-Just tout à l'heure, et qui est une des raisons pour lesquelles la cigale ayant chanté tout l'été et l'hiver sahélien et terroriste étant venu, nous sommes incapables de mobiliser des ressources dans ce qui a été, je dirais, le cœur historique de la coopération française pour faire face aux enjeux. Nous sommes déshabillés, nous ne savons pas intervenir dans le domaine du développement rural, nous ne savons pas intervenir sur les sujets à la base. Il y a tout simplement plus de budget et plus de pratique et plus d'opérateurs. Bon. Ça a été une très grave erreur et d'une certaine manière, elle est le résultat de la politique des indices que nous avons, qui ont été conduites pendant ces dernières années. Alors maintenant, nous aurions pu, le gouvernement avait deux choix. Il aurait pu augmenter l'effort global, je dirais les budgets alloués à l'aide au développement. Je dis bien, non pas l'indicateur d'aide publique au développement, mais les budgets alloués à l'aide publique au développement. Ou il aurait pu, à l'intérieur du même budget, allouer différemment les ressources. Et de ce fait, je crois que là, nous avons fait des erreurs importantes. Nous avons surinvesti dans certains compartiments de l'aide multilatérale. Moi, je continue à ne pas comprendre pourquoi, malgré toute l'importance que je vois à la lutte contre le sida, nous avons investi à ce point dans le Fonds global sida. Franchement, c'est une erreur de politique budgétaire. C'est une erreur d'allocation de notre influence. C'est une erreur d'allocation technique. Parce que, par exemple, on ne sait pas, on ne voit pas qu'une des conséquences les plus directes des allocations que la France a faites en matière au profit du Fonds global sida a été le déshabillage total de l'action de santé mère-enfant sur le terrain, qui est zéro. Aujourd'hui, quand nous regardons les statistiques de la santé publique internationale et que nous félicitons, je dirais, de ce que la France est un de ses premiers contributeurs, il faut savoir que nous sommes le principal déshabilleur de la santé maternelle et infantile dans le monde. Et que cette activité dont les statistiques et dont les crédits qui ont été alloués se sont effondrés au même moment où l'action contre le sida a augmenté. Pourquoi l'action contre le sida a augmenté? C'est qu'on a décidé, y compris dans des pays où la prévalence était très faible, comme les pays sahéliens, de transférer nos crédits sur des véhicules qui étaient dédiés, non pas de regarder la situation des urgences et des priorités sanitaires des pays. Et tout ça, je veux dire, donc nous avons fait beaucoup d'erreurs d'allocation en termes même je dirais, de priorité de terrain. Donc beaucoup, je crois encore une fois, et c'est mon seul plaidoyer, je suis désolé d'y revenir à nouveau, nous sommes enfoncés dans des nuages et des mirages. Revenons à des approches beaucoup plus simples et beaucoup concrètes. Que voulons-nous faire? Quels sont nos objectifs? Quels sont les enjeux sur le terrain? Quelles sont les activités que nous voulons déployer en face? Combien ça coûte concrètement? À qui? Et discutons et débattons de ça. Merci beaucoup, c'est la conclusion.